Béatrice Fervers, vous nous entendez bien ? Donc, directrice du département Prévention Cancer Environnement. Bonjour, du centre Léon Bérard, Unicancer, donc à Lyon. Jean-Daniel Lelièvre, qui est donc avec nous aussi, merci, immunologiste, donc à la PHP. Pierre Marès aussi. Est-ce que Pierre, tu nous entends bien ? Oui. Voilà. Gynécologue obstétricien au CHU de Nîmes. Et Pierre Souvé, cardiologue et président de l'association Santé et Environnement France, pardon. Et je pense qu'on va laisser la parole. Voilà, on vous a demandé à chacun de préparer une petite intervention liminaire de 5-7 minutes. Vous pouvez d'ailleurs finalement réagir à ce qui a été dit avant. Pardon, oui, de 5 minutes. Et puis ensuite, voilà, qu'on dialogue tous ensemble. Et donc, Sarah Bonnet, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation à ce symposium, à cette table ronde, parce que ça me fait très plaisir et jusqu'ici, c'était absolument passionnant. Là ? D'accord, pardon. Donc, effectivement, je suis entomologiste médicale et vétérinaire. Ça va, là ? Comme ça ? Oui. Ce qui sous-entend que moi, je m'intéresse à des maladies qui sont des maladies infectieuses, parce qu'il s'agit de maladies qui sont dues à des agents pathogènes qui sont transmis par des vecteurs, donc ce qu'on appelle des maladies vectorielles. Et en raison de cette transmission vectorielle, ces maladies sont bien évidemment extrêmement influencées par les changements globaux actuels, qu'il s'agisse des changements environnementaux et climatiques ou alors des changements socio-économiques qui vont impacter soit directement les agents pathogènes, les réservoirs vertébrés de ces agents pathogènes ou les vecteurs qui sont capables de les transmettre, mais aussi impacter énormément le contact entre les vertébrés, dont les hommes bien sûr, et les vecteurs porteurs de ces agents pathogènes, ainsi que la dispersion des agents pathogènes par le biais des vecteurs. Il y a un exemple qui illustre très bien la chose, c'est ce que l'on vit en ce moment avec des épidémies de dengue, qui est donc, comme vous le savez, un virus transmis par des moustiques dans énormément de régions du globe, y compris les territoires français ultramarins. Et c'est sans doute la raison pour laquelle, là, depuis le début de l'année, on observe 10 fois plus de cas importés de dengue qu'à la même période l'année dernière. Donc parmi ces vecteurs, les tiques sur lesquels je travaille sont vraiment un vecteur qui est une parfaite illustration de l'importance de travailler dans le concept One Health, puisque c'est un des sujets du jour. Tout d'abord parce qu'il faut savoir qu'il n'existe pas d'espèce de tique qui soit spécifique de l'être humain. L'être humain va toujours se faire piquer, se contaminer quand il va pénétrer dans le biotope des tiques, où sont les animaux qui permettent aux tiques de s'installer et de se développer. Et ça va aussi sous-entendre que toutes les maladies qui sont liées aux tiques qu'on va voir chez l'être humain ont des réservoirs animaux. Donc pour travailler sur ces maladies à tiques comme pour toute maladie vectorielle, il est absolument indispensable de s'intéresser à tous les compartiments du système vectoriel, d'où le côté One Health, c'est-à-dire à la fois le vecteur qui héberge l'agent pathogène, l'hôte vertébré qui va aussi héberger l'agent pathogène et être source d'alimentation pour les vecteurs hématophages, et bien entendu aussi l'environnement. Sachant que tous les facteurs qui interviennent sur ces compartiments vont évidemment s'influencer les uns les autres. D'où la complexité énorme des maladies vectorielles et la difficulté qu'on a à lutter contre ces maladies vectorielles, à les comprendre, à les anticiper, et donc, oui, je viens de le dire aussi, à lutter contre elles. Donc les tiques sont aussi des vecteurs d'importance aujourd'hui dans les phénomènes d'émergence que tout le monde connaît malheureusement très bien maintenant, avec ce qui s'est passé avec la Covid. Et effectivement, aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a une évolution notable dans les répartitions géographiques de plusieurs espèces de tiques, qui amènent évidemment des évolutions dans la répartition des agents pathogènes transmis par ces tiques, et aussi dans les périodes d'activité de ces tiques. Et là, le meilleur exemple, vous en avez très certainement entendu parler, c'est l'arrivée récente dans le sud de la France d'une tique invasive qui s'appelle Yaloma marginatum, et malheureusement qui a été suivie donc en octobre dernier, en 2023, par la mise en évidence d'un virus qu'elle est capable de transmettre, qui est le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Sachant que cette tique est aussi capable de transmettre d'autres agents pathogènes dont on parle beaucoup moins, parce que Crimée-Congo est vraiment celui qui fait extrêmement peur, avec un taux de mortalité qui est loin d'être négligeable. Et là, on l'a trouvé donc dans des tiques, dans des élevages bovins en Pyrénées-Orientales, avec certitude.
Donc, il faut savoir que l'arrivée de cette tique, en fait, ces phénomènes d'invasion d'espèces invasives, vont être liés à un transport via les autres vertébrés des tiques. Parce que les tiques ne sont pas capables de se disperser énormément par elles-mêmes. Vous le savez, elles ne volent pas. C'est pas comme les moustiques. Mais elles prennent des repas sanguins pour se développer qui sont extrêmement longs sur leurs hôtes. Plus de 10 jours pour certaines espèces, pour les stades adultes. Donc vous imaginez bien le nombre de kilomètres qu'elle va être capable de parcourir une tique si elle se gorge sur un oiseau migrateur, par exemple. Ou alors sur des animaux que les êtres humains transportent aussi. Et c'est probablement par le biais d'oiseaux que cette tique Hyaloma marginatum est arrivée en France il y a quelques années. Donc autrefois, ces espèces invasives, elles n'arrivaient pas à s'installer, mais en raison des changements climatiques qu'on observe aujourd'hui, les tiques Hyaloma ont besoin d'étés longs et très secs et très chauds. Et donc maintenant, ils ont réussi à s'installer. Donc tout ça est imbriqué et tout est en lien. Et enfin, dernière chose que je voulais mentionner pour commencer, c'est, vous l'avez évoqué, nous on s'intéresse aussi particulièrement au phénomène de végétalisation des villes et de l'impact que ça peut avoir sur les maladies à tiques. Alors on sait très bien, ça s'est prouvé, que ça a un impact notable pour les maladies liées aux moustiques, par exemple. On a eu une épidémie de dengue en 2014 dans un parc en plein centre de Tokyo, ou alors on a eu des exemples aussi d'immeubles qui ont été entièrement végétalisés à Singapour, par exemple, et qui ont été complètement désertés à cause de l'invasion des moustiques qui était absolument insupportable. Et par contre, il y a très peu de gens qui s'intéressaient aux tiques dans ce contexte-là, donc ça commence maintenant, c'est devenu quelque chose assez à la mode. Et le problème qu'on peut avoir avec les tiques, c'est notamment l'apparition de ce qu'on appelle des corridors verts, qui vont faire le lien entre des zones périurbaines, voire rurales, et des zones urbaines. Et ces corridors vont éventuellement permettre l'arrivée d'une faune sauvage à l'intérieur des villes. Et les tiques, pour s'installer et se développer, ont besoin de cette faune sauvage. Comme je vous disais, elles ne vont pas se développer sur les êtres humains. Il leur faut des animaux. Et donc, on est en train de travailler là-dessus, notamment en Île-de-France, avec des prélèvements que l'on fait depuis 2 ans dans les espaces urbains de Paris, et je peux déjà vous dire en avant-première, puisque c'est pas publié, qu'on a trouvé des tiques Paris intramuros et même des tiques infectées avec certains agents pathogènes. Donc, non, mais je veux faire en sorte que les gens fassent attention. L'idée n'est pas du tout de faire peur, pas du tout. Mais et notamment, non, ça je le dirai pas encore. Ça je le dirai pas encore. Mais donc oui, même si cette végétalisation des villes a évidemment des côtés extrêmement positifs pour plein de points, il faut faire très attention à ce qu'on fait, et ça rejoint extrêmement bien la fin de l'intervention précédente, où il faut faire attention aux végétaux qu'on met, comment on les met, pour aussi se prémunir des maladies vectorielles qui pourraient arriver au sein des villes, alors qu'à l'heure actuelle, elles sont surtout en zone rurale. Non, c'est parfait, merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Et puis après, je pense qu'on passera peut-être la parole à Jean-Daniel. Dominique, tu voulais réagir? Oui, bien sûr. Il y a une expérience finlandaise sur la végétalisation des cours d'école. Moins de bactéries pathogènes dans les microbiotes cutanés et intestinales, et plus de bactéries non pathogènes. Et si sur une méta-analyse de 290 millions de personnes, et spécifiquement sur 4 millions de personnes, l'exposition aux espaces verts de qualité, au grid outdoors un peu plus grand, c'est moins 31% de risque de mortalité en moins. Donc, en effet, l'intérêt, c'est de ne pas faire n'importe quoi, de mettre n'importe quoi avec un écosystème qui permette d'avoir les prédateurs des moustiques, etc., une eau courante et pas une eau stagnante, patati patata. Peut-être quand même, parce que moi j'ai eu la chance de regarder un peu ce que faisait Sarah Bonnet, dites-nous un peu sur quoi vous travaillez, c'est aussi votre propre expérience que je trouve intéressante. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé sur des problématiques d'interaction moléculaire entre les agents pathogènes et les tiques. Donc, autrefois, je travaillais sur le paludisme et les moustiques, et depuis une vingtaine d'années sur les tiques. Et notamment dans l'optique de développer des nouvelles méthodes de lutte, parce qu'on a très peu de méthodes de lutte contre les tiques, à part les acaricides, sachant que, fort heureusement, on n'asperge pas la nature d'acaricides, comme on peut le faire avec des biocides contre les moustiques, par exemple. Et donc, moi, j'ai cherché pendant de nombreuses années à développer un vaccin contre les piqûres de tiques, ou alors des marqueurs d'exposition, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui nous manque. On n'a pas de marqueurs d'exposition aux piqûres de tiques qui nous permettraient de faire de la surveillance, parce qu'il faut savoir que sur le territoire français, on n'a pas de surveillance à l'échelle du territoire. Parce que c'est quelque chose qui est dur à faire, en fait. Et les collègues de tiques, c'est quelque chose qui est
fastidieux, qui prend beaucoup de temps et on n'a pas de méthode simple. Et là, l'idée, c'est de développer des marqueurs sérologiques d'exposition aux piqûres de tiques pour contrôler les méthodes de contrôle, éventuellement faire une aide au diagnostic. Mais attention, je ne dis pas que c'est un diagnostic, loin de là. Hein. Il faut quand même garder à l'esprit que toutes les tiques ne sont pas infectées. Une tique infectée ne va pas forcément transmettre. Donc, je pense que tous les médecins, et vous l'êtes tous, si j'ai bien compris quasiment, sera d'accord avec moi, c'est pas d'antibiotiques suite à une piqûre de tique. Il faut d'abord voir s'il y a un problème. Et je travaille aussi beaucoup en épidémiologie, donc en France et puis aussi à l'international, beaucoup en Asie ces derniers temps, pour faire en fait un état des lieux des agents pathogènes présents, parce qu'il y a des régions en France aussi où personne n'a jamais travaillé. On en rigolait avant, là, parce que j'ai un postdoc qui a fait un état des lieux de la situation en France sur la tique qui nous embête le plus, qui est Excedes ricinus. Et j'ai un petit peu honte de le dire, mais c'est une réalité, en fait. On a pu observer que les endroits où des travaux avaient été menés par des scientifiques pour voir les densités de tiques et les agents pathogènes présents dans les tiques étaient tous autour des laboratoires qui travaillent sur les tiques. Donc, il y a beaucoup d'endroits, même en France, où on ne sait pas. En fait, on ne sait pas s'il y a des tiques, on ne sait pas quelle espèce, parce qu'on parle toujours d'une tique, mais il y en a 900 espèces différentes dans le monde, hein, qui ne transmettent pas tous les mêmes choses. Lyme est, par exemple, particulièrement développé en Alsace. Tout à fait. Mais de plus en plus, maintenant, on a des cas de maladie de Lyme ailleurs en France, et les gens sont beaucoup moins, les médecins hors pays des régions de l'Est de la France sont beaucoup moins habitués au diagnostic. Il n'y a pas que Lyme, il y a les anaplasmoses, l'encéphalite, à mon avis, qui va nous poser beaucoup de problèmes dans l'avenir. Bon, évidemment, on ne parle pas de ces CHF qui arrivent, mais... Oui, et c'est la seule maladie liée aux tiques pour lesquelles on a un vaccin, c'est l'encéphalite, qui est obligatoire dans certains pays d'Europe centrale, d'ailleurs. Hein. Jean-Daniel, je vous laisse la parole et puis on continue à dialoguer. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc, moi, je m'occupe de ce qu'on appelle un DIM, c'est un domaine d'intérêt majeur qui est financé par l'Île-de-France, la région Île-de-France, et qui permet de financer des projets sur des thématiques particulières. Et je m'occupe d'un DIM qui s'appelle DIM One Health, et où on fait justement l'interaction entre santé animale, santé environnementale et santé humaine sur l'aspect surtout maladie infectieuse. Alors pourquoi maladie infectieuse ? Ça peut être assez restrictif. C'est restrictif parce que aussi le sujet est très vaste et c'est très compliqué. Et le One Health doit être notre préoccupation demain. Elle ne l'est pas encore à l'heure actuelle et je pense que c'est indispensable qu'elle soit la préoccupation des médecins. Je discutais il n'y a pas très longtemps avec Valérie Delmotte du GIEC et c'est vrai qu'on avait tendance, nous, médecins et notamment hospitalo-universitaires, à assez peu se positionner sur ce problème du One Health. Il est assez évident en maladie infectieuse, parce qu'en maladie infectieuse, il va être assez évident qu'il faut se préoccuper de ces différentes santé. Ce dont on a beaucoup parlé ces dernières années, sur lequel je me suis beaucoup exprimé à titre personnel, c'est la Covid-19. Covid-19, c'est une anthropozoonose. Hein. Toutes ces grandes épidémies sont des anthropozoonoses, donc des infections qui vont toucher l'homme et l'animal. Et donc forcément, on est obligé de s'intéresser à ce qui se passe chez l'animal pour comprendre aussi ce qui va se passer demain chez l'homme. On est obligé également de s'intéresser à l'environnement, parce que l'environnement a un impact évident. Il a un impact évident, Dimitri l'a rappelé, en termes d'exposition aux toxiques, mais ces expositions aux toxiques vont aussi, avec les changements climatiques, impacter les maladies infectieuses. Et Sarah l'a rappelé, on voit maintenant des dingues, de plus en plus de dingues importées en France, mais surtout on voit des dingues autochtones. Le moustique tigre, qui est le vecteur de la dingue, remonte jusqu'à les parties les plus septentrionales de la Scandinavie, au nord de la Suède. Il y a des évidences aussi. Vous avez entendu peut-être parler qu'il y a de nouveaux virus de la grippe aviaire qui sont en train d'être transmis à d'autres espèces, y compris chez l'homme. Et donc cette vision globale pour quelqu'un comme moi qui est spécialiste de la vaccination est importante. Est-ce que ces virus vont passer demain chez l'homme ? Quelles sont les stratégies demain de prévention de ces infections ? On a fait un webinaire en début d'année sur vaccination, grippe chez l'homme et chez l'animal. Vous savez que la France est le seul pays dorénavant à vacciner aussi contre la grippe les animaux, les canards. C'est un changement de paradigme, mais c'est des choses qui sont très importantes. Et si
sur une thématique que je connais bien, qui est l'exposome, qui est la vaccination. On parle de l'exposome. Eh ben, c'est assez simple de voir l'impact de l'exposome, parce que la réponse à la vaccination sur des populations avec un terrain génétique identique est complètement différente dans des endroits du globe différents. Si vous regardez les populations africaines vaccinées en France et vaccinées en Afrique, leur réponse à la vaccination est complètement différente. Donc il y a une évidence de l'importance de l'exposome. Et sur les interactions très complexes entre santé environnementale, impact, environnement et santé au sens large, on peut aussi, en reparlant d'éthique, on sait que les modifications des forêts vont avoir un impact important sur l'épidémie des maladies à tiques. Pourquoi ? Parce qu'on va faire des forêts qui sont beaucoup plus petites, on va concentrer les animaux et on va favoriser la transmission de la tique entre les animaux et à l'homme. De manière plus générale, je dirais que le One Health, c'est aussi important pour moi parce que ça permet de ne pas faire l'impasse sur 3 sujets sur lesquels nous, en tant que médecins, on a tendance à très peu se positionner, qui sont un sujet politique, un sujet de communication et un sujet de prévention. Et là, je pense qu'on ne peut pas parler de toutes ces problématiques sans parler de politique, de se positionner. Alors, on va dire au sens large, mais si on regarde bien, pourquoi il y a toutes ces problématiques en termes de santé qui surviennent, c'est parce que notre rapport au monde vivant, au reste de la Terre, pose problème. Et on ne pourra résoudre ça qu'en remettant en cause notre rapport au monde vivant. C'est évident, on ne peut pas faire l'impasse sur cette problématique. La problématique de communication, et je voudrais rebondir sur quelque chose que tu as dit au début, Jean, qui est convaincre. Et je pense que là, il y a une petite erreur. Très récemment, j'ai entendu encore une communication d'Étienne Klein, qui est un homme assez remarquable, sur ce que doit être un débat. Et un débat, justement, c'est pas de convaincre. Un débat, c'est de débattre et de mettre tous les éléments sur la table. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose de clé, c'est quelque chose qu'on a vu au moment de la Covid et sur lequel il faut absolument, nous, se concentrer en termes scientifiques, parce qu'on a tendance à faire un débat sur les évidences. Certains vont dire non, il n'y a pas de réchauffement climatique, oui, il y a un réchauffement climatique. Et je pense que le débat, il ne doit pas être là. Il y a des évidences scientifiques. Dimitri nous a listées. C'est ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces évidences scientifiques ? Qu'est-ce qu'on veut faire demain ? Est-ce qu'on remet en cause globalement notre rapport au vivant, notre manière de consommer ? Ce qui, moi, est mon sentiment, mais qui peut être le sentiment d'autres. On peut faire, on arrête, en gros, on arrête d'utiliser des moyens de locomotion, on arrête d'utiliser sa voiture, ou on va utiliser une voiture électrique. C'est ça, c'est sur ces moyens-là qu'il faut débattre, et pas sur les évidences qui sont présentes. La communication aussi est très importante, parce que ça permet aussi de mettre en avant différentes problématiques. Dimitri a cité la peste en disant que ça avait été le principal problème en termes de maladies infectieuses, la maladie qui a probablement tué le plus de personnes depuis le début, où en tout cas on connaît les maladies infectieuses, c'est la tuberculose. Et c'est parce qu'aussi les pandémies font peur, donc c'est une manière aussi importante d'être sur la communication. Et enfin, sur la prévention, parce que c'est un domaine, en tout cas dans notre pays, qui pose véritablement problème, qui est le fait qu'on a tendance à être plutôt dans des aspects curatifs et pas dans des aspects préventifs. Et on a vu avec la vaccination tout ce que posent les problématiques qu'ont posé la vaccination. Et donc, il faut qu'on réfléchisse ça. De manière plus globale, et ça aussi, c'est des expériences qu'on a vues au cours de la Covid-19, il y a tout ce qui est autour de la pédagogie. Et on voit bien qu'ici, on est confronté à quelque chose qui est très complexe. On a essayé de voir l'exposome, mais il va y avoir le réchauffement climatique, et on voit que c'est
un schéma qui est excessivement complexe. Comme je dis souvent, j'aime bien les 50 nuances de gris, pas au niveau sexuel, mais au niveau de la complexité que doit être le message scientifique. Et très souvent, quand on fait de la pédagogie, c'est blanc ou c'est noir. Et là, c'est excessivement complexe. Et il faut très tôt que l'on fasse œuvre de pédagogie, auprès de gens qui sont des décideurs politiques qui très souvent n'ont pas de connaissances scientifiques, et ça, c'est un véritable problème, et c'est là où il faut mettre toutes nos énergies. Après, juste un mot très rapide, il est évident qu'en termes de maladies infectieuses, l'évolution à l'heure actuelle de notre environnement a des conséquences majeures. Sarah a parlé par exemple des maladies attiques. On voit les maladies liées aux moustiques. Le plus évident est la dengue, comme on l'a rappelé. Cet impact, évidemment, sont les maladies directement humaines, mais aussi sont des maladies touchant les animaux. Il y a par exemple des infections fongiques liées à des champignons qu'on appelle les chytrides, qui sont en train de décimer les batraciens. 20% des batraciens dans le monde ont été décimés par ces chytrides. Plus de batraciens, pullulation de moustiques, et on voit les problématiques. Et il y a aussi un impact sur les plantes. Alors le monde infectiologique des plantes est un monde énorme, qui est bien supérieur à celui qui va impacter l'homme et les animaux. Et en dehors de l'impact direct des toxiques, des changements climatiques évidemment sur les cultures, il y a aussi un impact sur les infections qui peuvent toucher les plantes. Merci Jean-Daniel. On va donner la... Ah, Jean, tu as un commentaire ? Un commentaire, parce que tu m'as fait penser à un élément, Jean-Daniel, dans tes trois éléments, l'élément notamment l'élément de la communication. Il y a un truc qu'on n'évoque souvent pas, et tu as cité Étienne Klein, parce que je pense à son dernier bouquin qu'il a préfacé sur la perception du risque, en fait, du risque. Donc, faire appel à un moment donné aux sciences humaines et sociales, notamment, je pense aux ethnologues, aux philosophes aussi d'ailleurs, hein, mais pour que dans la communication avec la population, il y ait une perception du risque différente de celle qu'on a aujourd'hui. Et voilà, je vous incite à lire ce dernier bouquin, c'est 5 chapitres, 5 ambassadeurs qui décrivent ce qu'est la notion du risque, avec une préface d'Étienne Klein, et je trouve ça remarquable, parce que c'est complètement contre-intuitif en fait, hein. Et la perception du risque induit, le message principal, je crois, la perception du risque induit de notre part une sorte de besoin de sécurisation permanente et en fait contre-productive. En fait, il faut aller certainement chercher des ressources et des solutions au-delà de la simple protection. Donc c'est le principe de précaution en fait, hein, qu'on prend et qui est complètement débile en fait, hein, de temps en temps. Et la précaution est parfois pire que le mal, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça assez astucieux, et c'est une approche qui n'est pas scientifique dure. Je voulais que Dimitri nous montre la science dure et la conviction en fait. Quand j'ai dit convaincre que les preuves existent. C'est pas convaincre l'autre que j'ai raison, parce que je suis complètement d'accord. Étienne Klein le dit, le débat, et d'autres le disent, le débat, c'est d'abord comprendre l'argument de l'autre pour arriver à des propositions. Mais là, c'est se dire quand même, il y a des trucs qu'on sait pas, qu'on savait pas. Le saut technologique qu'a montré Dimitri avec des plateformes miniaturisées. Hein, Dimitri, tu dis aujourd'hui, on peut avoir une plateforme multi-omique exposomale qui tient là-dessus. Avant, il fallait un immeuble. Donc aujourd'hui, on peut trouver des preuves qui alimentent le débat. Et un débat qui doit être un débat, comme tu le dis. Donc voilà, juste faire ce petit commentaire, parce que c'est quand même comme ça qu'on s'en sortira, quoi. Merci Jean. Juste pour rebondir très rapidement sur l'importance des sciences sociales, évidemment en vaccinologie on connaît ça très très bien. Ça fait des années qu'on travaillait sur l'hésitation vaccinale. Au début, où on a essayé d'implémenter les vaccins anti-Covid, on a eu des discussions avec le gouvernement qui nous ont dit mais les gens savent la difficulté, enfin le risque de la maladie, donc tout le monde va se faire vacciner. On leur a dit non, c'est un petit peu plus compliqué que ça, donc il faut vraiment mettre en avant nos collègues qui travaillent dans les sciences humaines et sociales, parce qu'on a vraiment besoin d'eux.
Oui. Juste rajouter un tout petit détail de l'importance, alors là que j'adhère mais alors complètement à ce que vous venez de dire, mais aussi de l'importance des sciences sociales dans l'application des méthodes de lutte antivectorielle sont absolument essentielles aussi. Donc essentielles pour tout en fait, hein. Toute méthode de lutte. Merci. Je passe la parole à Béatrice Fervers qui est à distance, qui elle donc va nous revenir sur l'impact de l'environnement sur le développement des cancers. Et puis ensuite, ce sera Pierre Marès, et lui, c'est sur la santé des femmes. Voilà, je vous laisse la parole si vous nous entendez bien. Eh bien, merci. Merci à toute l'équipe de l'UC2M de cette invitation à cette table ronde et échange extrêmement riche et pertinent. Je vais donc pas revenir sur la définition de One Health et le concept, tout avec l'exposome qui ont été largement présentés par Dimitri Heinz et Jean Sibilia. Je vais focaliser mon intervention sur l'exemple du cancer. Si aujourd'hui, l'investigation des interconnexions et partage entre la santé humaine, la santé de l'animal et l'environnement ont surtout été investigués pour les maladies transmissibles, ça a été moins le cas pour les cancers et je voulais donner quelques exemples et pistes de réflexion qui illustrent que c'est pas très loin le cancer aussi de ces concepts-là. Je ne vais pas revenir sur l'épidémiologie des cancers, l'augmentation du nombre de cancers en France et dans le monde, pour lequel aujourd'hui les données estiment qu'il y a 10% des cancers attribuables aux expositions environnementales, avec, d'après le Global Burden of Disease Group, une augmentation importante, tout comme pour le surpoids et l'obésité et les pathologies métaboliques. C'est les deux facteurs sur lesquels on observe une progression de la part attribuable des cancers. Je voulais illustrer en quelques exemples à la fois la complexité de l'interaction, mais aussi quelques pistes d'action. Tout d'abord, je ne vais pas revenir sur le fait qu'effectivement, dans les principaux facteurs environnementaux impactant sur les cancers, on retrouve la pollution de l'air, également les pesticides utilisés en agriculture. On voit là aussi quelques pistes, je dirais, interactives d'action, et je prends l'exemple d'abord de la pollution de l'air, faire de l'activité physique, et notamment la promotion de modes de déplacement doux comme la marche, les vélos, dans un certain nombre d'études ont montré aussi l'impact positif sur la pollution de l'air. Et donc, un cercle vertueux, on fait plus d'activité physique et on a également un impact favorable sur la pollution de l'air. Un autre exemple de ce, je dirais, cercle vertueux, c'est la biodiversité de l'alimentation. Il y a un travail qui a été récemment publié par les chercheurs du cirque et d'autres chercheurs au niveau international dans la grande cohorte EPIC, qui montre que la biodiversité de notre alimentation est associée à la mortalité globale et aussi à la mortalité spécifique de certains nombres de maladies chroniques, dont les cancers. Et on peut rappeler aussi que la charcuterie, notamment, a été classée cancérogène certain, et on sait aujourd'hui que la consommation de viande et notamment la consommation aussi d'alimentation, d'aliments ultra transformés ont un impact important à la fois sur l'environnement et sur la santé humaine. Néanmoins, les évolutions environnementales, et on peut donner quelques exemples du changement climatique, challenge de façon très importante nos efforts de prévention. On peut citer les feux de forêt
évidemment néfastes pour l'environnement, pour les animaux, mais aussi pour la santé humaine. Et on a maintenant des données, notamment des États-Unis, et qui vont venir aussi, suite à l'épisode au Canada en 2023, des grands étendues de feux de forêt qui challenge de façon importante et mène à mal les efforts sur diminuer la pollution de l'air avec une émission particulière importante de dioxine d'HAP et de PCB. De même que le changement climatique peut aussi amener, avec l'augmentation des températures, qu'à un moment donné, on est challengé sur nos efforts de pouvoir faire l'activité physique ou l'accès pour certaines populations aux recommandations de consommation des fruits et légumes et donc cette biodiversité de notre alimentation. Un autre exemple du cancer, c'est le lien réciproque entre environnement et les soins avec, d'une part, et on l'a vu notamment sur la période Covid, un impact direct de ces épisodes sur l'accès aux soins pour les patients atteints de cancer. Les données ont commencé à sortir, mais aussi l'augmentation des cancers est non négligeable en termes d'impact environnemental et a un impact sur les gaz à effet de serre. C'est une part importante du système de santé auquel les cancers et l'augmentation du nombre de cancers contribuent. Donc directement, la prévention pourrait là aussi avoir des effets bénéfiques. Donc vous allez demander, et l'animal dans tout ça? Donc l'animal dans tout ça, c'est effectivement cette troisième dimension importante dans l'approche One Health. On connaît bien en cancérologie les études chez l'animal de laboratoire pour comprendre les mécanismes du cancer et l'étude de nouveaux thérapeutiques et cibles moléculaires. Néanmoins, les cancers naturels chez les animaux domestiques et aussi les animaux sauvages ont été peu étudiés et pourraient là aussi ouvrir des pistes de compréhension à la fois des mécanismes des cancers, de cibles thérapeutiques, mais aussi des facteurs environnementaux comme par exemple les chiens domestiques qui eux aussi sont amenés à faire des lymphomes par exemple ou des tumeurs germinales du testicule, de pathologies sur lesquelles on a beaucoup d'interrogations sur notamment l'impact, ou pas interrogation, on sait maintenant chez l'homme, mais il reste des questions à approfondir sur l'impact de l'exposition aux pesticides, sur le risque de lymphome malin non-Hodgkinien. Le chien domestique fait aussi pas mal de lymphome malin non-Hodgkinien. Les chiens domestiques font aussi des tumeurs germinales testicules, c'est une autre pathologie sur lesquelles on travaille, notamment dans mon département, avec une étude épidémiologique qui s'intéresse entre autres à l'exposition aux pesticides et d'autres perturbateurs endocriniens sur le rôle dans le développement des tumeurs germinales de testicules. Un autre exemple, toujours dans les pesticides, est l'interconnexion avec entre l'animal au sens large, l'environnement et l'homme. C'est un groupe de pesticides qui s'appelle les SDHI. C'est les inhibiteurs de la succinate déhydrogénase, donc un enzyme qui se trouve dans les mitochondries et qui sont impliqués dans la respiration cellulaire et qui est la cible de ces fameux inhibiteurs de la succinate déhydrogénase, qui est un fongicide et qui cible ce mécanisme pour les champignons et les moisissures dans les cultures. Néanmoins, cet enzyme, c'est exactement le même à travers tout le règne animal
Et donc aussi chez l'humain, c'est exactement le même mécanisme. Et on connaît des pathologies pour lesquelles aujourd'hui on a une interrogation, et d'ailleurs une étude en cours, où on se pose la question, est-ce que l'exposition à ces pesticides ne serait pas impliquée dans le développement de pathologies chez l'humain, et notamment là on travaille avec l'équipe de Anne-Paul Gimnez à l'hôpital Georges Pompidou sur les paragangliomes héréditaires qui apparaissent dans un contexte de mutation germinale d'un des deux allèles codant pour l'enzyme SDHI. Et lorsque chez ces patients-là, il y a une activation du deuxième allèle, il y a donc tendance à développer ces pathologies, les paragangliomes et les phéochromocytomes, par l'accumulation du succinate qui ne peut pas être métabolisé et donc qui est un oncométabolite. Et on s'interroge aujourd'hui fortement s'il n'y a pas les mêmes mécanismes un peu en œuvre. Un autre exemple du règne animal et qui pourrait être très intéressant pour l'étude des cancers, c'est l'huître. On connaît l'huître qu'on aime bien manger. Les huîtres ont été aussi dans certains projets utilisées comme dépolluants. On connaît à l'huître de façon naturelle l'effet de Warburg. Je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec l'effet de Warburg. C'est un mécanisme mis en œuvre dans les cellules cancéreuses de reprogrammation métabolique de la glycolyse pour répondre aux besoins accrus énergétiques donc de la cellule cancéreuse. Et ces huîtres, ils ont naturellement la capacité de cette reprogrammation de leur glycolyse dans des situations de température élevée ou quand ils sont hors de l'eau avec les marées. Et il y a aujourd'hui, notamment par Charlotte Copro en Bretagne, des projets pour voir est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de mieux comprendre ce mécanisme dans le cadre du cancer, avec l'exemple de l'huître qui a donc naturellement ce mécanisme. Pour vous donner voilà, ces quelques exemples, pour revenir aussi sur les enjeux de ces approches interdisciplinaires ou transdisciplinaires, et j'insiste sur la transdisciplinarité parce qu'il nécessite vraiment de comprendre les approches des autres disciplines. Béatrice Fervers, excusez-moi, est-ce qu'on arrive en 5 minutes, comme ça après on passe, parce que je vois que le temps file. Si vous arrivez en 5 minutes à conclure. Parfait, merci beaucoup. En fait, je suis impliquée dans plusieurs mises en œuvre de ces approches interconnectées. D'une part, dans le cadre du réseau national sur la recherche en prévention des cancers, concept, où on s'intéresse à ces opportunités réciproques plutôt dans la prévention que je vais citer en introduction. Et on se rend compte qu'il y a encore il y a pas mal de pistes, mais aujourd'hui, si on veut appliquer une approche evidence-based, les preuves sur l'interconnexion restent quand même assez limitées. Je souhaitais aussi citer l'Institut transdisciplinaire ShapeMed, mis en place avec de très nombreuses équipes de l'Université de Lyon, autour de cette transdisciplinarité impliquant les spécialistes des sciences l'animal, de l'environnement et différentes pathologies, dont les maladies infectieuses et le cancer, et de voir comment cette transdisciplinarité peut permettre d'avancer dans la prévention et dans la prise en charge de ces pathologies. Et on rencontre de l'autre côté aujourd'hui à la fois dans les parcours scientifiques, d'une part, dans les opportunités de financement, même un certain nombre de freins, et je pense que c'est sur ça aussi qu'il faudra réfléchir
comment faire évoluer aussi là les possibilités d'interaction, puisque ça nécessite évidemment sur les projets de recherche d'associer plus d'équipes, mettre en place plus d'approches et donc aussi des projets potentiellement plus longs et plus coûteux pour favoriser ça et aussi la nécessité de travailler sur cette transdisciplinarité qu'on essaie de mettre en œuvre dans le réseau Concept, et ce partage des cultures et des disciplines n'est pas toujours évident de soi et nécessite un investissement. Voilà. Merci beaucoup. Je passe la parole à Pierre. Alors Pierre, si tu arrives en 5 minutes, voilà, à être synthétique sur la santé des femmes, je te laisse la parole. Très bref. En fait, la question qui m'a été posée était en quoi cette notion de l'environnement et de la santé de la femme pouvait être analysée. Je vais prendre juste trois concepts. Le premier, c'est dans la partie précoce, c'est-à-dire même avant même la conception, la place des perturbateurs endocriniens, et ceci avait été développé par l'équipe de Montpellier de Charles Sultan, où il a été confirmé de façon claire qu'il y a des malformations génitales aussi bien chez le garçon et chez la fille qui peuvent arriver. Il peut y avoir même des impacts sur la fertilité avec une baisse de la production des spermatozoïdes. Et ceci peut même s'accompagner parfois de perturbations chez la mère avec les problèmes de l'accouchement prématuré et l'impact de l'accouchement prématuré sur la prématurité de l'enfant, qui elle-même peut être une source de facteurs favorisants concernant l'obésité. Donc, c'est vrai que cette notion pré-grossesse, pré-conception est un élément important. Et je dirais que les gynécologues, on avait été sensibilisés avec un autre élément qui était celui de traitement, bon nombre d'entre vous l'ont oublié, mais qui s'appelle le DES, sur l'impact des thérapeutiques sur l'avenir des personnes, puisqu'à 3 générations au-delà de la prise par la femme, on peut retrouver des pathologies telles que celles que je viens d'évoquer. Première notion, donc, l'environnement joue à ce niveau de façon importante et va se répercuter. Et merci pour tout ce qui a été brillamment présenté au préalable, puisque ça m'évite d'avoir à en parler beaucoup moins bien. La deuxième notion, c'est les concepts de thérapeutique nouvelle. Et on sait aujourd'hui, par exemple, qu'adapter un microbiote vaginal permet de réduire et d'améliorer la clearance de l'HPV à ce niveau-là. Donc, on découvre qu'un microbiote est plus efficace qu'une recherche d'antibiothérapie ou de traitement sophistiqué. Et le deuxième aspect, c'est l'introduction des médecines physiques telles que la photobiomodulation, qui intervient, et ça a été évoqué dans les premières interventions, sur le stress oxydatif de façon remarquable et avec un effet anti-inflammatoire majeur qui est un nouvel outil qui apparaît. Le troisième point concernant la santé, alors là, c'est pas seulement de la femme, mais aussi de l'homme, c'est le concept, je dirais, sociétal avec les concepts de l'architecture de nos hôpitaux. On les construit au minimum de surface pour faire des économies financières, mais pas des économies de santé humaine. Et pour m'être battu pour garder un parcours sportif qui est devenu un parcours santé qui aujourd'hui sert à nos amis endocrinologues pour montrer qu'avec un parcours santé réalisé, on améliore, rien qu'avec la marche, son taux de glycémie. Donc, c'est des éléments importants. Et le deuxième élément sociétal, je dirais que c'est notre mode de fonctionnement de vie en société qui impacte aussi la santé de la femme avec un impact majeur. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit sur les perturbateurs endocriniens concernant la fertilité, mais sur le fait que le mode de vie professionnel conduit bon nombre de femmes à s'orienter vers des grossesses tardives, ce qui génère une hypofertilité et qui génère une agressivité médicale parce que les techniques de PMA, quelles qu'elles soient, sont quand même perturbatrices sur le plan personnel. Donc ça, je ne ciblerai que ces points-là et je dirais en conclusion, pour être très bref, il y a 2 éléments qui seraient essentiels. Le premier, c'est de revenir sur le concept, et on a Jean Sibilia qui est là présent,
de la formation des médecins, et je me bats depuis des années, j'ai quelques cheveux blancs, pour sortir d'une médecine où on apprend un organe et on a oublié qu'on soigne une personne. Donc il faudrait revenir à une médecine globale enseignée dans nos universités et non pas une médecine. Il faut l'apprendre de façon analytique, mais il faut apprendre à travailler pour soigner non pas un organe, je le répète, mais une personne dans sa globalité, dans tout son environnement. On a parlé des violences physiques, on a parlé des agressions vis-à-vis des femmes dans les couples, mais pourquoi on ne parlerait pas de l'agression environnementale à ce niveau et à prendre en charge? Et le deuxième élément serait celui de l'éducation de la population pour développer des informations qui nous permettent de lutter contre des croyances qui sont développées sur des réseaux et qui font parfois peur d'entendre ce qu'on peut entendre en 2024 sur ces réseaux et auxquels les gens se fient plus qu'à nous, puisque, comme vous l'avez compris, les experts sont devenus incompétents, puisque maintenant, il suffit de faire une réunion de pairs pour avoir trouvé la solution thérapeutique à son problème. Je m'arrête là. Merci Pierre, c'est bien, tu as à la fois introduit Emmanuel Godmer qui va intervenir bientôt et notre séminaire du 19 juin. Et je laisse la parole à Pierre Souvet. Alors pareil, on vous demande d'être ultra rapide. rapide. Je vais au supermarché acheter des pâtes bio, parce que le bio, c'est 25% des cancers, 4 fois moins de pesticides en moyenne et 2 fois moins de cadmium, vous verrez pourquoi. La caissière m'a dit, vous êtes sûr que les pâtes bio, c'est aussi bon au goût que les pâtes non bio? Bon, allez. Quelle solution? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il y a? À la Marseillaise. Il faut décloisonner. Exemple, nous, on a fait une alliance santé-biodiversité avec les spécialistes de l'environnement, l'Union internationale de conservation de la nature, les syndicats de vétérinaires. On réclame que les vétérinaires rentrent dans les CPTS. Pour rentrer dans le cadre? Oui, merde, bon. Rentrent dans les CPTS pour alerter les tiques. Elle ne vous l'a pas dit, mais c'est 10 à 40% de mortalité pour la fièvre hémorragique Crimée-Congo. Oh, 10 à 40%. Bon, et donc, la Société française du droit de l'environnement en bas, puisqu'on veut que puisque je présidais au niveau du plan national un sous-groupe One Health, priorité. One Health, attention, ça ne prend pas en cause la santé végétale, c'est important aussi. Et donc, on veut que ça rentre dans les textes. On a même demandé une loi, mais le Premier ministre nous a dit non, l'Assemblée nationale n'est pas assez stable, on ne peut pas faire une loi à une seule santé. Alors que peut-être que certains partis pourraient retrouver un consensus. Donc, décloisonner, absolument, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. La suivante. Les dépenses. Alors, on m'a parlé, tout à l'heure, on a parlé des Suisses, 1,2 milliard. Une année de vie sauvée, c'est 115 000 euros. Un décès, c'est 3 millions d'euros. Donc, je veux dire, calculer 1,2 milliard, 3 millions, ça ne fait pas beaucoup de morts en moins. Et voilà les dépenses courantes de santé. 2012, 243 milliards. 2022, 313 milliards. Si on veut que notre système continue, il faut faire plus de prévention. Un sénateur qui me dit, moi, dans le Cher, mon grand problème, c'est l'accès aux soins. Mais j'ai dit, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Raison de plus pour qu'il y ait moins de malades. Ah bon, il me fait. Alors donc, on augmente le prix à la boîte, on diminue les trucs de radiologie, on n'a jamais augmenté l'épreuve d'effort. Je suis cardiologue, je salue Guillaume qui est là et qui est cardiologue. On n'a jamais... il y a 20 ans, le prix de l'épreuve d'effort, c'était le même. Bon. Mais non, on continue. Et les dépenses courantes de santé, les dépenses de l'assurance maladie, ça augmente. Ils avaient prévu une baisse en 2023. Ben non, ce sera plus 4,8%. Plus de prévention, ça paraît évident. Le ministère de la Santé met en prévention en santé et environnement 200 millions. Dont les campagnes de pub et tout, les recherches, 200 millions s'il n'y a pas les collectivités territoriales qui donnent, les régions, etc. Dans le plan régional santé et environnement, les RSPACA donnent 300 000 euros. Le prix de 3 années de vie en bonne santé. 300 000 euros. Heureusement, la région donne aussi 300 000. Vous voyez, pour les enjeux, débile. La suivante. Je fais de la régulation émotionnelle parce que quand je rencontre les conseillers, je peux vous dire que des fois, je suis un peu énervé. Ça a été dit au début. Le total est pulsions. Alors bien sûr qu'il faut s'occuper des zoonoses, mais c'est très très loin derrière, tuberculose, etc. C'est les pollutions, les maladies chroniques qui sont, pour la santé et l'environnement, les maladies cardio, neurovasculaires. Après, il y a les cancers très très loin derrière, les maladies infectieuses, mais dont il faut s'occuper, bien évidemment. Donc ça, si ce n'est pas un enjeu, plus que le tabac,
Bon, j'ai entendu que, évidemment, si vous ne mangez pas de charcuterie, à midi, il y a des charcuteries et des huîtres. Hein, c'est mal barré au repas ici. Hein. La suivante. Pour vous donner un exemple. Donc, comme il y a un cardiologue ici, je vais vous donner l'exemple du cadmium. Peut-être en sortant d'ici, vous ne ferez rien. Vous direz, c'est pas mon problème. J'ai fait un topo à 3 étudiants, pas à 3 étudiants, des étudiants de Nantes, 4e, 5e année. Là, il y en a une qui est intervenue après tout mon blabla. Elle a dit, oh, mais c'est pas à nous à faire ça, c'est au gouvernement, c'est en haut. Et puis le lendemain, j'ai reçu 3 mails d'étudiantes qui cherchent un médecin généraliste pour faire leur stage, qui connaissent les sujets santé et environnement. J'ai posé la question, est-ce que tu poses à ton patient qui a de l'hypertension artérielle, où est-ce que vous habitez? Est-ce que vous êtes exposé potentiellement au plomb? Le plomb est un facteur de risque d'hypertension artérielle. Combien de cardiologues connaissent ça? 0. Et le cadmium, combien? Qui connaît l'affaire du cadmium? Alors restez assis. Et elle vient de sortir, hein, soyons pas méchants. Cardiovasculaire, risque cardiovasculaire global. Regardez, ça monte ici à 0,50 microgrammes par gramme de créatinine, c'est soit par litre, soit par gramme de créatinine. Le surrisque cardiovasculaire est de 279%. Le cadmium est un produit cancérigène certain, perturbateur endocrinien, œstrogénique, altère l'ADN, la réparation de l'ADN, altère la respiration cellulaire, les mitochondries, et fait un gros stress oxydatif. Dans les cancers, c'est stress oxydatif, on le retrouve quasiment parfois. Surrisque cardiovasculaire, vous me direz, et la mortalité, donc attention à la C1, donc à peu près 40% de risque de mortalité en plus. Vous me direz, mais on s'en fout, nous on est là. Eh bien non. La moitié de la population française est ici à 0,57. Ça, en 10 ans, par rapport à l'étude Nutrition Santé et Esteban de Santé publique France, il y a 10 ans, en 2006, on était ici à 0,29. On est passé à 0,57. Alors, quand vous fumez, il y a du cadmium. Hein, il ne faut pas fumer, hein, pas manger gras. Hein. Donc ça, personne ne le sait. J'ai présenté ça au Conseil national cardiovasculaire. D'ailleurs, c'est Marc Villasec de Nîmes, puisqu'on a un illustre représentant qui a enfin compris, Pierre Marès, qui est à Nîmes. Ils sont restés sur le cul. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas tout. Les enfants français sont 4 fois plus contaminés que les enfants américains, que les enfants allemands. Ils sont en moyenne à 0,28. Et 18% des enfants français arrivent déjà à 0,50. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous fumez un paquet par jour, pour les coronaires, c'est 2 à 3 fois le risque. Eh bien, 18% des enfants français, ils ont un risque cardiovasculaire global, parce qu'il y a heart failure, il y a toutes les pathologies, égal à quelqu'un qui fume un paquet par jour. Et c'est pas tout. Jean est au courant. Entre 0,50 et 1, grâce aux données de la cohorte américaine NANES, on n'a pas de cohorte comme ça, il les suit depuis des dizaines d'années. Le risque d'ostéoporose, on me dirait, c'est pas très grave. 490 000 fractures par an liées, et de plus, entre 2 études, plus 43% à plus 95%. Alors, il faut donner la vitamine D, hein. Le cadmium, tout le monde s'en fout. Troisièmement, les cancers. On est 3e au monde, cancer du pancréas. Devant, il y a qui? Il y a la Hongrie, 9 millions d'habitants, et l'Uruguay, 3 millions d'habitants. J'ai écrit au DGS, qui m'a gentiment répondu, il m'a dit c'est multifactoriel. Comment on est 3e au monde alors qu'avant on était 10e? Et puis, je lui envoie le diaporama. Étude américaine. Entre 0,50 et 1, 3,3 fois plus de risque d'avoir un cancer du pancréas. Entre 1 et 1,5, 5 fois plus d'avoir etc. Il me dit c'est multifactoriel, on va créer une commission. J'ai dit, mais les cardiologues, ils soignent la tension, mais ils soignent aussi le cholestérol, ils soignent aussi le diabète, ils soignent aussi le tabac. Si on n'est pas multifactoriel, qu'est-ce qu'on fait? Donc, et une étude est sortie l'année dernière sur la mortalité par cancer. Entre les plus imprégnés sur des valeurs américaines, je vous rappelle que nous sommes à 0,57 en moyenne, les Américains sont à 0,19 en moyenne. Entre les plus imprégnés avec des valeurs américaines de mortalité par cancer, le surrisque est de 225% de mourir. Je ne sais pas si vous avez remarqué les explosions là, maintenant les mecs qui rentrent, ils meurent. Hein. C'est assez incroyable. Alors, c'est pas une preuve, hein, mais c'est assez incroyable. Et en plus, troubles de fertilité, ça baisse la testostérone, ça altère les ovocytes, ça baisse la mobilité patati, des liens avec le diabète. Bon, il y a eu toute une litanie. J'ai envoyé à Jean les milliers d'études sur la toxicité du cadmium. D'où ça vient? Et là, on a dit qu'en France, c'est bien contrôlé, il y a des pesticides.
ça vient à 50%. Alors si vous mangez les coquillages, à midi, il n'y en aura pas, j'ai fait annuler. Et il ne faut pas fumer. Si vous fumez, vous avez 0,65. Si vous ne fumez pas, 0,50 pour les plus de 60 ans. Le cadmium s'accumule à la demi-vie d'entre 10 et 40 ans. Hein. Vous le stockez dans vos reins. C'est pour ça qu'au fil du temps, ça ne fait qu'augmenter. Ça vient d'où? Ça vient à 50% de l'alimentation. Les engrais phosphatés, pas les nitrates. Les phosphates que nous achetons dans un pays, le Maroc, à 90% pour des raisons géopolitiques et stratégiques. Les autres gisements étant en Chine, en Russie, au Brésil. Et malheureusement, naturellement, il y a beaucoup de cadmium dans les engrais phosphatés marocains. Santé publique France l'a écrit, noir sur blanc. En 2019, a dit, par exemple, le cancer du pancréas a un lien probablement avec le cadmium, mais qui bloque le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Agriculture, parce que si on achète au Brésil ou en Afrique du Sud, les prix risquent d'augmenter. Donc il y a une méconnaissance des effets ahurissants du cadmium, une absence d'action globale. Comment vous protéger? Parce que quand même, je vais vous sortir que vos petits-enfants... Dans le bio, il y a 48% sur 340 études et 48% de cadmium en moins dans le bio. L'enfant la plus contaminée, qui n'était pas à 0,5, qui était à 5, 16 ans, elle ne fumait pas, elle ne mangeait pas de coquillages, elle bouffait 60 grammes de céréales par jour, plus des patates tous les jours, plus des pâtes tous les jours. Tout ce qui est dérivé de blé et produits de panification, donc pain, pâtes, céréales et patates, tout ce qui est légumes racines, parce que le cadmium est dans le sol, ne peut sortir que par la racine, que par ça. C'est là qu'il y en a. Donc la purée de pommes de terre à l'école, tous les jours à la cantine, de patates françaises, il faut que je regarde mon calme. Il faut donc réorienter les régimes, diminuer son absorption par manger du bio par exemple. Troisièmement, il y a des carences en fer, notamment les femmes non ménopausées. L'absorption du cadmium est que de 5%. Mais si vous avez une carence en fer, ça peut monter à 20%. Des régimes riches en fibres protègent aussi. Donc, vraiment donner ces conseils-là. Et troisièmement, personne ne le fait. Donc, vitamine D pour l'ostéopathe. Le zinc. Le zinc inhibe la toxicité du cadmium dans le foie. Ça s'appelle les métallothionéines. Et donc, je croise un cancéro tout à l'heure, gastro, la semaine dernière. Il me dit, les pancréas, souvent, ils ont des statuts en zinc bas. Alors, évidemment, au bout d'un moment, si votre zinc, le système est dépassé, hein, mais il faut faire le statut en zinc pour ne pas prendre n'importe comment, et c'est un effet protecteur. Alors vous pouvez me dire tout ça n'est pas scientifique, mais bon, c'est quand même du sérieux. Donc vous pouvez ne rien faire. Comme disait le secrétaire général de l'ISNI, ne rien faire, ne pas s'engager, c'est déjà s'engager à rester dans le statu quo. Donc moi, évidemment, je ne suis pas là pour vous convaincre, mais peut-être qu'à titre personnel et autour de vous. Et pour finir, pour dire... Parce que j'en ai marre, j'ai un copain, il vient chez moi, je fais bio à 50%, pas 100%. Il me dit, tu nous fais chier avec ton bio. Le président de l'URPS Franche-Comté, il me dit, moi, j'y crois pas au bio. En France, c'est bien, tout à fait bien. Hein, on ne dit pas qu'il y a 0 pesticides, 0 cadmium. Il y en a, mais X fois moins. J'ai dit, mais n'ayez pas honte de faire du bien autour de vous faire du bien à vous, de faire du bien à vos amis, et faire du bien à toute votre famille et autour de vous. Voilà. Donc je vous remercie. Alors comme disait Jacques Martin, sous vos applaudissements. Merci. Merci beaucoup. Une réaction et après on passe à la deuxième discussion parce qu'on est très en retard. Je vais juste demander à Dimitri. Dimitri, on avait regardé, tu avais montré un truc sur le cadmium. Tu as un commentaire à faire sur le cadmium parce que tu as peut-être quelques datas. Tu avais regardé dans les tomates, hein, je ne m'abuse. Hein. Tout a été dit. Le cadmium, principalement en France, quand on le retrouve dans les fruits, dans les légumes, vient des engrais. Alors pas que, il y a aussi, il se retrouve dans les adjuvants de certains pesticides parce que, vous le savez pas, mais c'est la substance active, c'est pas ça qui est l'enjeu le plus important des fabricants de pesticides. C'est l'adjuvant, l'agent qui permet de faire pénétrer. Ça, c'est le secret, c'est leur prunelle de leurs yeux. Et là-dedans, il y a du cadmium aussi qui aide à solubiliser, parce qu'en fait, c'est un chélateur. Donc, il va, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il va permettre de ioniser, on va dire ça comme ça, c'est pas tout à fait vrai. Donc, en fait, oui, j'osais pas le dire, le bio est une solution, plus encore que le local, parce que local ne veut pas dire bio. Mais le bio, oui, parce que c'est pas la panacée, mais ça réduit clairement les intrants, on va appeler ça comme ça, quels qu'ils soient. Et le cadmium vient principalement des
de cette nourriture pas chère, de ces supermarchés à bas prix. Et évidemment, c'est jamais dans le bio qu'on trouve du cadmium dans les tomates. Ce serait en dessous des seuils de détection. Juste pas négliger la géologie. Il y a certains endroits où naturellement, pour des raisons géologiques, mais on le sait. Voilà, donc ça on le sait, en règle générale, c'est pas par là que ça vient, voilà. D'accord. Jean-Daniel, vous vouliez réagir et après on s'arrête là. Une réaction un petit peu à chaud et rapide. Merci pour l'exposé. Je voulais rebondir sur les maladies infectieuses. Et je pense que c'est important la manière dont vous avez présenté. Vous avez dit, ah oui, les anthropozoonoses, oui, mais il y a le cadmium. C'est malheureusement ce qui survient, à mon sens, trop fréquemment. Il ne faut pas opposer les choses. C'est une vision véritablement holistique. Je pourrais vous dire, les maladies infectieuses, ce n'est pas que les anthropozoonoses, c'est les maladies virales qui sont responsables d'énormément de complications, y compris cardiovasculaires. Et donc, je pense que c'est très important parce que dans la communication qu'on va avoir, ça ne se limite pas, c'est ce qu'attendent très souvent les politiques, c'est une chose très simple. On va identifier l'éthique, on va identifier le cadmium, on va identifier telle chose. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est tous ces éléments ensemble et il faut qu'on reste vraiment dans cette vision-là. Je ne dis pas que les maladies infectieuses, c'est le principal problème. Ça fait partie d'un problème global. Tout ça est lié et on ne peut pas solutionner problème par problème. Il faut avoir cette vision aussi holistique des solutions, sinon on n'y arrivera pas. Merci.